Et en fait, tu sais que tu dois prendre la décision, mais tu veux pas parce que c'est 1 an et demi de travail qui tombe à l'eau, quoi. C'est du travail qui a été fait avec toutes les communes pour prévoir des animations qui concordaient avec l'arrivée des coureurs. Donc, c'est des gens que tu déçois. C'est des mairies que tu déçois. C'est des associations parce que ils attendaient que ça, qu'il y ait les coureurs qui passent chez eux. Et c'est des coureurs que tu déçois aussi parce que même s'il y en avait que 18 qui étaient inscrits, ces 18, ils se sont inscrits au début, hein. Ils se sont pas inscrits au dernier moment. Donc, tu sais que c'est eux qui ont cru finalement le plus en toi puisqu'ils se sont inscrits au moment du lancement de l'inscription. Et c'est là que tu te dis, qu'est-ce que tu as loupé, quoi. En fait, c'est vraiment une remise en question totale, ouais. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Try Podcast. Et oui, bienvenue dans un nouveau numéro du LTP. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et un nouvel épisode un peu particulier, de nouveau puisque j'y reçois une organisatrice de course, une traileuse également, l'organisatrice du Trail Interdoc dans le Haut-Languedoc. Et donc je suis très heureux de donner la parole à une organisatrice de cet événement et de cette première édition. Et vous l'entendrez... ça n'a pas été si simple pour elle dans cette période un peu compliquée et donc on en apprendra énormément sur l'organisation d'une course de trail. Avant de passer à la présentation de l'invité, je souhaitais saluer les nouveaux contributeurs, les nouveaux Patreons qui rejoignent la communauté. Et je cite Eric Lantz, Alexandre Bobillier, Yannick Bianchini et Johanny Jonde. Je les remercie énormément de nous rejoindre dans cette communauté de trailers passionnés. Et j'en profite donc pour vous indiquer que si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien rendez-vous sur la plateforme patreon.com/Let's Try le podcast. N'hésitez pas également à parler du LTP autour de vous, à vos amis, à vos connaissances. C'est ce qui vraiment fait en sorte que le LTP puisse évoluer et puisse s'agrandir. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une traileuse toulousaine, organisatrice de la première édition du Trail Interdoc qui s'est déroulé sur la commune de la Salvetat-sur-Agout, dans le Haut-Languedoc, et auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer. Nous évoquerons son parcours sportif et sa rencontre avec le trail running, les principales difficultés qu'elle a rencontrées lors de l'organisation de cet événement, et évoquerons également les problématiques de débalisage sauvage qu'ils ont subies lors de cette édition 2021. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec Marine Kwasnik. Aujourd'hui je suis avec Marine Kwasnik. Salut Marine, comment vas-tu ? Salut Nico, très bien et toi ? Eh ben ça va super. Alors, on était ensemble, on était au même endroit la semaine dernière, le week-end dernier, sur le Trail Interdoc que j'ai eu la chance de courir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, pour m'avoir permis de courir ce trail avec mon pote Gilou. Et puis, je voulais savoir dans un premier temps comment tu te sens à une semaine, un peu moins d'une semaine de ce trail. Alors, je me sens beaucoup mieux, soulagée et je me dis que le plus gros est passé et je commence enfin à réaliser ce qui s'est passé depuis 1 an et demi de préparation, quoi. Ouais, parce que d'après ce que tu me disais, on devait enregistrer cet épisode ensemble, mais le lendemain, c'était pas possible de la course parce que t'étais il y avait trop de choses à faire et puis donc on a décidé ensemble que fallait te laisser un petit peu de temps pour redescendre un petit peu de cet événement et apparemment ça n'a pas été simple. Tout à fait. Et merci à toi d'ailleurs d'avoir gentiment accepté de reporter parce que c'est vrai que tout ce que j'avais programmé est tombé à l'eau et été reporté ultérieurement. Donc, merci à toi d'avoir accepté de le mettre un peu plus tard. Je t'en prie, c'est avec plaisir. On va revenir sur sur ce trail Interdoc dans la suite de l'épisode. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Marine? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Marine, j'ai 28 ans. Je vis dans la région toulousaine et je suis passionnée de trail running. Et c'est notamment ce qui m'a conduit à organiser ma propre course, donc Trail Interdoc dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est un projet de vie puisque je commence une reconversion professionnelle avec l'objectif en tout cas de pouvoir vivre de ça et de vivre de ma passion pour le trail.
Voilà. Reconversion professionnelle dans le trail running. Eh bien, figure-toi que nous sommes, toi et moi, dans la même situation, donc on va se souhaiter mutuellement bonne chance. Oui, j'ai cru comprendre en t'écoutant dans tous les podcasts précédents. Tout à fait. Marine, est-ce que tu peux commencer par le commencement et nous expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi, ton enfance, la famille, le lieu, etc. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le portrait de ton enfance? Oui, oui, je vais essayer. J'ai grandi dans le Tarn, donc dans une ville qui s'appelle Castres, et je suis restée finalement assez proche de là où j'ai grandi, puisque Toulouse est à seulement 1 heure du lieu de mon enfance, quoi. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, je suis fille unique, mais j'ai passé toute mon enfance en fait avec mes cousins et cousines, puisqu'on se suit au niveau des âges. Donc depuis toute petite, je suis très proche de ma famille, que ce soit mes parents, mes oncles, tantes, grands-parents, etc. Donc on est resté d'ailleurs dans un périmètre géographique assez proche ensemble. Je suis issue d'une famille modeste, puisque ma maman est vendeuse en boulangerie et mon papa, il est tachygraphe, il s'occupe des camions. Je sais que tout le monde ne sait pas ce que c'est, Ah mais ouais, j'aimerais bien que tu nous expliques tachygraphe, je sais pas ce que c'est. il travaille en fait chez Autodistribution, donc lui il gère seul son poste quoi. Donc c'est le contrôle des camions qui viennent, notamment les éthylotests, toutes ces choses-là les disques, enfin voilà tout ce qui D'accord, permet de remonter des éventuels incidents et le contrôle je crois classique annuel. d'accord. Voilà. Et j'ai eu la chance de pouvoir vivre en campagne depuis toute petite. Donc, j'ai grandi en étant très proche de la nature. Et, euh, et on était toujours dehors. En fait, les souvenirs que j'ai, c'est que avec mes cousins, voilà, on jouait toujours en extérieur et on évitait le plus possible d'être enfermés dedans. Donc, c'est les souvenirs que je garde de quand j'étais petite. Côté sport, que ce soit mes parents ou ma famille, de manière générale, c'est que j'étais entourée en fait de personnes dynamiques qui bougeaient. J'ai pas eu dans ma famille d'athlètes ou de personnes qui avaient une passion dévorante pour un sport en particulier. Il n'y avait pas j'ai pas mon papa qui faisait partie d'un club, ni ma maman ou autre. C'était plus axé sur le loisir et des balades, que ce soit en forêt, surtout du vélo aussi à l'époque, hein, que ce soit avec mes parents ou mes cousins, ils sont toujours là, eux. Et et voilà, donc c'était plus ça, c'était l'idée de d'aller se balader en vélo, de partir quand la saison se présentait dans la forêt ramasser les champignons, tout ça. Donc voilà, mais Pas de pas club de en sport. comment? Pas de club en sport. Pas de sport en club, pardon. Non, 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 pas du tout. Enfin, personnellement, moi, alors j'adorais depuis toute petite être dehors, participer aux activités, les balades, etc. Mais je détestais courir. Alors, en écoutant tous tes podcasts, j'ai vu que bah, c'était souvent ça en Souvent, plus, très souvent. très souvent, ouais. Et le souvenir que j'ai, parce que en essayant de faire le tour de ma vie, je me rappelle que Déjà? déjà, ouais, déjà. C'est en fait on m'avait parce que l'athlétisme voilà j'ai détesté quoi, je déteste y aller. Alors j'ai pas un bon souvenir non plus du prof de sport, alors ça a dû y jouer aussi, mais je sais que à des copines à moi on nous avait inscrites du coup au club d'athlétisme et en fait dès qu'ils nous y déposaient ben on fuguait donc on partait se balader et on faisait pas du tout le cours de sport ni le cours d'athlé. Donc ça n'a pas duré Ah longtemps bien. et puis dès qu'ils s'en sont aperçus, ben, on pouvait plus y aller, quoi. Donc les souvenirs que j'ai, c'est ça, quoi. C'est que courir à cette époque-là, c'était pas du tout pour moi. Et c'est arrivé bien après, quoi. Tu nous expliqueras ça juste un peu plus tard. J'aimerais comprendre ce que tu souhaitais être en tant qu'adolescente. Tu te rêvais quoi plus tard? Alors, j'étais un peu perdue sur l'orientation professionnelle, en fait. J'ai fait un bac technologique, donc je savais pas trop. J'étais vouée à faire du commerce finalement. Et puis, je sais
plus pourquoi je me suis orientée vers la fac de droit parce que ce dont on m'avait parlé me plaisait. Mais finalement, les profs que j'avais à l'époque ne voulaient absolument pas que j'aille à l'université, pensant que j'allais être trop dissipée et que j'allais pas pouvoir justement suivre des cours universitaires dans le sens où c'est pas du tout cadré et que on se gère en autonomie totale, Mhm. quoi. Et j'ai pas écouté, j'y suis quand même allée. Et au final, j'ai réussi. Mais c'est vrai que j'étais complètement perdue. Et je trouve que de plus en plus, c'est compliqué pour les jeunes. On leur demande de plus en plus tôt de choisir ce Mhm. qu'ils veulent faire. Et quand t'as pas une passion pour quelque chose à ce moment-là et voilà que t'as 1000 possibilités devant toi, je trouve que c'est super dur de se dire ah ben je ferai ça quoi. Je suis d'accord. J'étais dans le même cas que toi. Un peu par dépit, tu choisis une orientation qui est pas forcément, qui colle pas forcément à ce que tu veux. Mais bon, la question c'est est-ce que tu sais ce que tu veux déjà à 15, 14, 15, 16 ans, quoi. C'est ça la difficulté. Bah c'est ça et puis ouais c'est en fait on te met dans des cases. Par exemple moi du coup j'étais pas en S, j'étais pas en ES donc on estimait que j'avais un niveau beaucoup moins important que les autres quoi ou plus faible. Enfin je sais pas trop comment ils raisonnent les profs à ce moment-là mais du coup on te met dans des cases et on t'incite à faire autre chose ou Mhm. justement on te décourage de d'autres choses. Donc c'est ça qui est compliqué ouais je trouve. Et puis la fac c'est pareil, j'ai réussi la première année, donc tu continues la seconde, tu réussis la seconde, tu continues, tu vas à la troisième, ainsi de suite. Mais bon j'aimais ce que je faisais hein. Sans réel but, Mais sans réel objectif précis. je savais que je voulais travailler dans l'aide aux victimes, mais en fait, ça t'ouvre tellement de portes finalement, parce que tu peux passer plein de concours, tu peux te spécialiser dans différentes matières. Mais non, j'ai jamais, enfin, pendant la licence, j'ai pas eu de révélation, quoi. J'ai fait des stages, mais non, je savais déjà que voilà, ce que je faisais, je le faisais et j'aimais quand je le faisais, mais c'était pas une passion dévorante en me levant le matin et en me disant, ah ouais, waouh. Aide aux victimes, tu voulais enfin, ton objectif c'était de travailler dans l'aide aux victimes. Est-ce que tu peux préciser ce domaine-là? C'était quoi ta vision de l'aide aux victimes? En fait, j'ai toujours aimé le relationnel avec les gens et c'est ce qui me manquait dans le droit pur et dur, quoi. C'est-à-dire, je pouvais pas rester. Je savais que j'aurais pas pu rester devant un bureau à faire des recherches juridiques et documentaires en fait toute la journée. C'était pas possible. J'avais pas la force pour continuer le concours après le bac+5 pour l'avocature, la magistrature, tout ça, parce que c'est vraiment des concours très très difficiles et même des copains qui sont très très forts, bah, c'est des concours, donc ça reste subjectif, hein. Il y a une part de chance toujours dans ça. Mhm. Et du coup, moi, c'était plus l'idée d'intervenir au tribunal. Donc, j'avais, après mon master 2, donc j'étais spécialisée en droit du travail, tu vois, rien à voir. Mhm. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver un premier poste et quand j'ai vu que c'était compliqué, j'ai tenté de faire un service civique, hein. Donc c'est comme un stage finalement où t'es pas beaucoup payé mais où tu au moins t'es dans le monde professionnel et tu gagnes en expérience. Et j'ai réussi à trouver en Corse, donc c'était pas plus mal aussi ce lieu-là. Et c'était au tribunal, voilà, dans l'aide aux victimes. Donc, tu étais au contact direct des personnes qui venaient te voir pour tout et n'importe quoi, hein, ça pouvait être tout. Mais ça m'avait vraiment, vraiment plu. Et c'est suite à ces 6 mois, en fait, de service civique que quand je suis rentrée sur Toulouse, j'ai cherché, j'avais des idées plus précises. Donc, je voulais travailler en associatif dans des bureaux d'aide aux victimes, que ce soit pour la défense des droits des femmes, la défense des enfants, enfin, toutes ces choses-là. Et c'est là que j'ai décroché mon premier poste quelques mois après dans une association toulousaine qui est spécialisée dans les droits des enfants. Donc c'est comme En ça que tant je suis que, arrivée en tant que quel, en, juriste, hein, en tant que juriste, d'accord. en tant que juriste, hein. Mhm. Donc, c'est l'idée de répondre à des problématiques directes, c'est-à-dire que tu reçois les personnes en visu, quoi. Donc, tu as des entretiens, des consultations juridiques hein, et tu réponds à des problématiques. Donc, là, moi, c'était axé sur le droit de la famille et de l'enfance. Donc, tu reçois principalement des enfants et des jeunes jusqu'à 25 ans, on va dire.
Mhm. Tu disais tout à l'heure que tu étais en reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux, si possible, nous expliquer un petit peu cette décision-là et pourquoi tu souhaites t'axer vers une carrière professionnelle plutôt liée à l'organisation d'événements sportifs? Alors, ça a commencé en fait alors, au travail et personnellement, c'est-à-dire que personnellement, voilà, je pense que tout le monde vit des phases plus ou moins compliquées. Donc, je me posais beaucoup de questions et ça a mis en question aussi mes choix professionnels. Et quand j'étais en poste, ce qu'on m'avait promis au départ, c'est-à-dire aider les autres finalement, petit à petit, ça Mhm. devenait la mission secondaire et je devais assurer des formations pour les professionnels, je devais faire des interventions à droite à gauche, mais ça perdait du sens dans ce que je faisais et je me posais trop de questions, c'est-à-dire que nos interventions dans l'association, elles sont pas sans conséquence. Si je reçois un jeune et que il me donne une parole qui me laisse entendre qu'il y a de la maltraitance ou qu'il a besoin de protection, il me fallait aller plus loin et donc ça demande l'intervention de la justice hein, et notamment des travailleurs sociaux, par exemple, qui peuvent intervenir dans la famille pour vérifier ce que dit l'enfant. Mhm. Donc, ça suppose que automatiquement, ça secoue la famille, ça secoue les relations entre les parents, entre eux, entre les enfants, parce que souvent, ça peut venir un indice de l'enfant, mais ça peut venir du papa qui dit que la maman a fait que, ou l'inverse, ou les Mhm. grands-parents. Donc, on voit vraiment que c'est pas sans conséquence. Et plus ça allait, plus je me demandais si j'arrivais à bien faire mon travail, si j'avais pas loupé quelque chose, si, voilà, parce qu'on est seul. Moi, il y a des bénévoles, mais comme le nom l'indique, ils sont bénévoles. Donc, s'ils sont pas là avec moi le jour où je reçois des gens, on peut pas leur en vouloir. Et donc, je dois quand même prendre la décision seule et ça devenait de plus en plus lourd à supporter, quoi. À quel moment tu te dis je peux plus enfin, continuer dans ce sens-là et qu'est-ce qui te fait penser à organiser ton propre événement? Alors on reviendra bien sûr dans les détails du Try Interdoc, mais de manière assez générale, qu'est-ce qui te fait prendre cette décision-là? Alors, en fait, c'est mon épanouissement par la pratique de ce sport. Hein. Mhm. Quand j'ai eu ces soucis personnels, en fait, c'est là que j'ai intensifié ma pratique de la course à pied et c'est là que ça me libérait, que je trouvais des réponses aux questions que je me posais, que ça m'apaisait, en fait, en quelque sorte. Et avec Bastien, mon copain, on a fait, donc en 2019, dans l'été 2019, on a fait la traversée du GR20. Donc, je me posais déjà beaucoup de questions sur ma vie pro. Mais en fait, alors je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer, mais je sais que cette traversée, elle a été super bénéfique pour moi. On est déconnecté de tout, alors je pense que ça doit y jouer, mais j'ai trouvé ouais, des réponses aux questions que je me posais, et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, c'est maintenant ou jamais. J'ai pas d'enfant, j'avais pas de crédit à ce moment-là, et c'était maintenant ou jamais que je prenais le risque de me lancer, quoi. Donc je Mhm. savais pas du tout dans quoi. Je savais que là où j'étais bien, c'était dans ce monde du trail de manière générale, c'est-à-dire par les courses, partout. Je trouvais ce monde super agréable, que ce soit les personnes, les organisateurs, les bénévoles. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attirait là-dedans. Et c'est en rentrant en fait de mes vacances du GR20 qu'en revenant, elle a pas trop compris d'ailleurs, de but en blanc, en fait, j'ai demandé à faire une rupture conventionnelle de mon contrat. Et c'est 6 mois après que j'ai vraiment eu la rupture conventionnelle. Donc, il s'est écoulé quand même un délai hein, entre le moment où je l'ai demandé Mhm. et le moment où vraiment je me suis concentrée sur mon projet. D'accord. Comme je te le disais, on y reviendra juste après. On va Mm. revenir, si tu veux bien, sur la partie trail running, sur la partie pratique dans un premier temps. Euh, est-ce que tu te rappelles du moment où tu as rencontré le trail running, le moment précis? En fait, c'est un peu, tout ça est un peu lié ensemble. C'est le moment où j'avais besoin d'évasion, donc je courais de plus en plus régulièrement. Jusque là, c'était il y a 3 ans à peu près. Jusque là, je courais, mais de manière très occasionnelle et j'avais jamais fait plus de 3 kilomètres. Hein. Et encore 3 kilomètres, je m'arrêtais peut-être toutes les 20 minutes, quoi.
Et petit à petit, en fait, j'avais ce besoin d'être occupée tous les jours. Donc, en fait, je m'étais inscrite à plein d'activités annexes où c'est que à Toulouse, il y a pas mal d'activités gratuites qui sont proposées pour la course à pied. Donc, tu te réunis, tu te donnes des lieux de rendez-vous. À la fois, t'es pas obligé, mais c'est chaque semaine, tu peux avoir jusqu'à 3 sorties qui sont organisées par des assos ou par des clubs. Donc c'est comme ça que petit à petit, j'y allais de plus en plus régulièrement jusqu'à ne louper aucune réunion de ces rendez-vous-là. Et en fait, sans le savoir, hein, le trail running, je ne connaissais pas ce nom-là. C'est en pratiquant au fur et à mesure que j'ai rencontré des personnes, tu rencontres des gens qui te parlent de ça, qui te disent, ah ben oui, mais t'es sur des sentiers, ça s'appelle autrement, et ainsi de suite. Donc en fait, ça s'est fait vraiment progressivement. Et ma première course, ouais, je m'en rappelle, c'était en 2019. C'était une première course auquel j'ai participé et qui a enclenché finalement le début de ma pratique sportive. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce premier dossard? Comment ça s'est passé? Ouais, 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 mais je m'en rappelle comme si c'était hier en fait, parce que on l'avait Oh, fait. c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a pas si longtemps, ouais, mais on a fait tellement de courses depuis qu'il y en a certaines qui sont passées à l'as, comme on dit. Et la première, non, je m'en souviens parce que j'avais embarqué tout le monde en fait. Je savais pas trop où je foutais les pieds, quoi. J'avais jamais fait 10 kilomètres, donc c'était une course en relais. Donc chacun avait 1 kilomètre différent à parcourir. Donc moi j'avais 10. Donc mon cousin, toujours pareil, qui est là, quoi, qui avait fait le 15. Et on avait réussi à avoir 2 autres amis qui avaient fait les 2 autres plus grandes distances. Et donc, c'était une course en relais super sympa qui a lieu justement de là où je suis originaire, à Castres, où c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde maintenant, puisqu'elle existe depuis pas mal d'années. Et c'était un super souvenir, alors que j'en ai énormément chié, quoi, pour être poli. Mais voilà, c'était le début, quoi. Et c'est après ça que j'ai rencontré en plus mon copain Bastien, tout ça, toujours dans le milieu du trail running. Et en fait, lui, il pratiquait encore plus que moi à ce moment-là. Et du coup, j'ai jamais quitté ce monde-là, quoi. Voilà. T'as eu la sensation de rejoindre une famille, c'est un peu ce qui ressort à chaque fois de mes invités, c'est un peu cette sensation-là, c'est ça que t'as eu? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, parce que en plus, du coup, quand moi j'ai enclenché ma volonté de reconversion, j'ai demandé à intégrer plein d'organisations. Et c'est là que j'ai découvert des clubs, des assos. Et oui, tu fais vraiment, tu sens que tu fais vraiment partie d'une famille. Tu vois, c'est il y a pas si longtemps. Et au final, ceux qui étaient présents samedi pour ma course, ce sont ces gens-là, quoi. Et tu te rends compte que je sais pas, il y a quelque chose de fort que tu partages. Pourtant, ça dure un jour, un week-end. Mais c'est tellement intense et tellement, ouais, tellement fort en émotion que tu te lis de quelque chose qui est différent de tes amis d'enfance, de ta famille du sang. Et ouais, 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 c'est difficile à expliquer, mais c'est des gens sur lesquels tu sais que tu pourras compter et qui te lâcheront jamais, quoi. Quel rôle t'avais dans ces premiers moments là où tu intégrais des clubs, tu faisais du bénévolat, mais à quel niveau? Alors, j'ai demandé à intégrer le bureau pour justement être au cœur de l'organisation des manifestations sportives. Euh, L'administratif te manquait. L'administratif me manquait, ouais, c'est ça. Surtout qu'à ce moment-là, je cumulais tout, quoi, au final, pour avoir un petit bagage pour la suite, hein. Et ouais, et en plus, j'avais même pas pu voir, ça a même pas pu aboutir parce que, malheureusement, quand j'ai eu ma rupture conventionnelle, c'était 15 jours avant, la pandémie mondiale. Donc, j'ai vraiment pas eu de chance sur ça et j'ai pas pu, voir encore tout ce dont on avait fait, quoi. On avait travaillé sur les courses justement toulousaines et les éditions n'ont pas du tout eu lieu depuis. Donc finalement, on a travaillé en amont, mais j'ai jamais pu voir encore le côté réel, quoi, et live de la course, quoi. Tu peux citer le nom du club pour lequel tu avais travaillé à cette période-là? Oui, oui, c'est le Cossatral toulousain On les salue. qui
Ouais, qui était présent d'ailleurs le samedi. Et il y avait également le Grand Raid des Pyrénées qui avait gentiment accepté que j'assiste en fait. Là, c'était un peu plus en spectatrice, on va dire, en observatrice ils avaient accepté que je participe aux réunions qui réalisaient. En plus, c'est une organisation très pro, quoi, hein. Le COSATRAI toulousain, c'est très pro aussi, hein, je dis pas, mais il y a aussi ce côté loisir, Mhm. c'est-à-dire qu'à la base, c'est pas, ils se sont pas réunis pour une course, hein. À la base, c'est vraiment le partage alors au début, c'était VTT, après, ça a été le trail running, maintenant, c'est un peu tout, du trek, de la rando et tout ça. Et la course, c'est quelque chose c'est un bonus finalement. Mhm. Donc voilà. Pour en venir un petit peu à ta pratique du trail, est-ce que tu peux, si tu devais en ressortir un seul moment, le plus beau moment de trail jusqu'à présent? Oui, alors j'ai réfléchi, il y en avait beaucoup. Mais celui vraiment qui me marque, je pense que c'est lié à ce projet de course qui me tient énormément à cœur. C'est la reconnaissance que j'ai faite justement avec le COSA Trail toulousain qui m'a suivi sur la reconnaissance du 62 km puisqu'au départ, j'ai vu qu'on en reparlera, mais c'était un 100 km. Mhm. Donc il y avait un ultra qui était prévu et donc l'idée c'était de reconnaître le premier relais, donc qui correspondait aux 62 km. Et voilà, ceux qui m'ont suivi et qui ont répondu présent comme toujours, c'est Bastien, mon copain, et l'équipe du COSATRAI. Donc c'est vraiment un chouette moment parce que déjà, j'avais vraiment jamais fait 62 km. Mhm. Donc, oui, c'est un périple parce que j'avais peur de pas y arriver. Donc, de me dire à mon père d'amener le VTT à un certain moment pour que je puisse récupérer et tout ça. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et on en a perdu en chemin, hein, parce que il y a eu le Covid qui est passé par là. Enfin, c'était juste au moment, c'était le 8 mai, hein. Donc, je sais Mhm. pas si toi ça te parle, mais c'était juste au moment où on avait les réouvertures d'autorisation pour sortir. Donc, on ne devait pas être plus de 10 par groupe, hein, Mhm. extérieur. Et donc, l'entraînement, bien sûr que c'est pas le même pour tout le monde. Si on revient un an en arrière, voilà, les gens sont beaucoup moins entraînés, hein. C'est clair. C'est clair. Donc c'est Voilà. ce moment-là qui te vient en mémoire immédiatement et c'est un peu, comment dire, c'est un peu là où aussi tu prends peut-être conscience que ton projet est en train de vraiment se concrétiser ou pas. Ah ouais, t'as tout à fait raison, ouais, c'est ça. En fait, ça a été pour moi l'aboutissement de quelque chose parce que jusqu'à présent, en fait, je bossais énormément, mais dans l'ombre finalement. Enfin, il y avait rien à part mon site internet, le lancement des inscriptions, mais personne n'avait vu ce qu'il en était, quoi. Et le fait d'amener des gens proches en plus avec moi, de montrer les sentiers qu'on a fait, retravaillé, ouais, tu prends conscience que en fait, ça commence à prendre forme, quoi. Mhm. Donc, c'était des émotions mêlées. Et d'ailleurs, si j'ai fait 62 kilomètres, on dit que le mental joue beaucoup. Là, je pense que c'est ça qui m'a tenue, quoi. Parce Mhm. que ça a mobilisé, les producteurs ont joué le jeu, ce que tu as mangé là samedi au niveau de la charcuterie, en fait, le sentier passe devant chez eux. Donc, ils Mhm. avaient joué le jeu de faire comme un ravitaillement grandeur nature et comme si on était le jour J, quoi. Tu avais ça et tu avais à l'arrivée, à l'époque, ça devait être un relais, donc un point de passage dans une autre commune qui, du coup, a pas existé là, le samedi. Mais ils avaient joué le jeu de nous attendre à l'arrivée, de sortir la bière, tout ça. Enfin, il y avait ouais, tout un truc qui a fait que tu prends conscience de ce que tu as réalisé, oui. Et à contrario, Marine, est-ce que tu peux nous parler, alors ton expérience n'est pas hyper grande, mais est-ce que tu peux nous parler quand même de ton pire souvenir en trail jusqu'à aujourd'hui? Ouais, ben alors j'y réfléchis aussi, mais finalement, je pense que le pire, c'est il y a pas si longtemps, on est allé du coup à l'UTMB cet été avec Bastien, puisque il devait faire la TDS, hein. Donc, il s'y prépare depuis énormément de temps, hein, puisque avec le Covid, tout ça, bon, tous les dossards avaient été reportés, etc. Moi aussi, c'est-à-dire que c'était une semaine compliquée dans le sens où c'était pas trop loin de ma course, hein. Et à la fois, c'était un grand moment pour lui.
Donc, il faut que tu arrives à jongler quand tu attends un ravito, de prendre ton ordi, ton truc, Mhm. de travailler entre deux et à la fois d'anticiper, de faire un suivi, quoi, que j'avais jamais fait sur du si long. Donc, c'est quand même quelque chose. Tu rencontres plein de monde, c'est génial. Mais en fait, on a vécu son échec, parce que lui, il prend ça pour un échec, même si voilà, il s'est passé quelque chose de dramatique pour ce coureur qui est décédé. Hein. Mais pour tous les coureurs qu'on a vus redescendre, puisque moi, du coup, je l'attendais à Ah, Bourg-Saint-Maurice pour Saint-Maurice, le ouais. matin, Mhm. c'est ça. En fait, c'est comme si tu étais encore plus déçu finalement que le coureur lui-même, quoi. Tu ressens et tu sais pas quoi faire. Enfin, alors, ma famille, etc., qui court pas, ils voyaient plus le côté sécure, c'est-à-dire, Mhm. lui, il lui est rien arrivé. Mais il y a aussi ce côté, en tant que coureur, où c'est que, il y a une énorme déception et tu le vis avec lui, quoi. Bah, surtout que tu mets, en tant que trailer ou ultra trailer, tu mets toute ton énergie pendant un certain moment de ta vie Mm. vers un objectif, et quand cet objectif, peu importe les raisons, hein, c'est vrai que là les raisons sont quand même euh, logiques, Oui. de l'arrêt de cette course, mais c'est vrai que ça fait toujours mal, quoi. Après, il y a pire dans la vie, hein, bien évidemment, il faut toujours relativiser, mais c'est quand même quelque chose qui te marque, puisque tu travailles, entre guillemets, tu travailles, tu te prépares pendant un certain nombre de temps, et puis ton objectif s'arrête. Tout à fait ça. C'est-à-dire, comme tu dis, il faut relativiser les choses. Hein. Il y a bien plus grave que ça. Hein. Mais c'était, voilà, c'était quelque chose effectivement pour lequel il est restaurateur en plus. Enfin, il travaille en restauration dans un restaurant étoilé, donc il a des journées impossibles. Et finalement, de ce Covid, le point positif, c'est qu'il a eu des semaines avant pour s'entraîner, ce qu'il aurait jamais fait. Mhm. Et je pense qu'il a tout donné, quoi. Et c'est vrai que tu as une grosse massue parce que il sait pas si ça se représentera un jour, tu vois. C'est plus ça l'idée, quoi. Mhm. C'est vrai que même toi, tu l'as eu, il y a une ambiance phénoménale que enfin, que t'as pas sur d'autres, hein, faut se Ah le bah, dire. Hein, c'est clair. c'était encouragé du début à la fin. Même moi, même si enfin, qu'on a fait jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, ben, t'as des gens tout le temps, quoi. Moi, c'était en pleine nuit que t'avais encore des gens à côté de toi. Même si t'es seul, t'es jamais seul, quoi. Mhm. Et enfin voilà, c'est plus ça par rapport justement à sa déception à lui. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais Non, non, mais c'est d'ailleurs la première fois qu'on me donne un pire souvenir de trail qui n'est pas le sien, mais qui est plutôt celui de son compagnon. Ça montre aussi à quel point le trail, ça se vit souvent à plusieurs. Et ouais, c'est pas évident quand on accompagne notamment et qu'on voit la personne qu'on accompagne qui est déçue à ce point. Euh, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler de ton moment ex-trail ordinaire? Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un moment unique lié au trail. Pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours. Oui, alors si on avait fait notre entrevue bien avant, parce qu'on avait reporté plusieurs fois, c'était pas celui-là, mais alors maintenant c'est sûr que ce sera celui-là à vie, quoi. En fait, pendant l'UTMB aussi, Bastien, il était en contact avec les créateurs de la marque, je sais pas si tu connais, Wise Trail Oui. Running. Mhm. Et en fait, ils avaient organisé donc une sortie dans la semaine pour justement permettre de se rencontrer, de tester les produits, tout ça. Et il y avait Dawa Sherpa, donc Mhm. l'athlète qui représente justement cette marque. Et donc, on y est allé. Et en fait, à la fin de cette sortie, alors il connaissait justement le Cossa Trail toulousain, puisqu'il avait, mon asso avait fait appel à lui il y a quelques années pour justement faire les départs de la course qu'ils organisent à Toulouse et permettre de faire un don à l'association qu'il a au Népal. Donc, si tu veux, il y a eu un lien entre Bastien, moi et lui sur justement ce qui nous rapprochait de la région toulousaine, quoi. Et je sais pas pourquoi, mais il nous a proposé en fait il nous a dit comme ça en plus, bah, écoute, demain je vous prends parce qu'on lui a dit qu'on n'avait pas du tout eu le temps de profiter de cette magnifique région parce que bah, moi, quand il n'y avait pas un qui arrivait, j'étais sur mon ordi en train de travailler. Bastien, il était soit en train de suivre les copains, soit sur la TDS. Donc au final, on n'avait pas du tout randonné ou quoi. Il nous a dit, ben moi, je vous prends et on fait une sortie trail.
Et là, tu te dis, attends, est-ce que tu es sûr qu'il t'a demandé ça, tu vois? Enfin, Est-ce qu'il a bien demandé à moi? est-ce qu'il a Est-ce qu'il bien me l'a bien demandé? demandé? Tu sais, t'as les masques, il y a du monde, et tu te dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment ça? Et tu dis oui, tu vois, mais c'est, après tu réfléchis, tu te dis, mais attends, il t'a pas dit pour combien tu partais, parce que moi, avec la course, je m'entraînais presque plus, tu vois, enfin, ça passait, enfin, j'avais plus le temps, du coup, d'aller m'entraîner, de courir et tout. Et t'es quand même avec un mec enfin voilà, un monstre, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, oh bordel, dans quoi tu t'es mise? Et à la fois, t'es super heureuse, mais tu te dis, oh putain, il faut pas que tu le déçoives, quoi, parce que... Et donc, il te donne rendez-vous le lendemain matin, à 7 heures à un endroit, tu vois, et tu sais pas pour combien tu pars, ni où tu vas, mais tu y vas, quoi. C'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme parce que, bon, déjà, c'est une personne vraiment... Enfin, sur le plan humain, j'ai rarement vu des gens comme ça, quoi. Enfin, qui sont à l'écoute, qui veulent t'aider. Enfin, il va te voir courir d'une certaine façon, il va te dire, bon, ben Marine, il vaut mieux que tu mettes ton pied comme ça, etc. Enfin, c'était vraiment des échanges super intéressants. Et puis, tu vois que le corps comprend tout parce que, tu vois, moi, j'étais pas forcément dans ma meilleure forme. Et je voulais tellement montrer que ben, on le suivait tout ça que je me suis mise dans le rouge mais complet quoi jusqu'à parce que tu vas en altitude en plus on a fait 20 bornes mais on est allé vers la mer de glace tout ça donc enfin, je sais pas j'ai eu des moments où je vrillais complet tu vois je voyais en double je savais que j'avais pas mangé j'avais pas bu enfin tu sais tellement que tu es concentré sur lui tu t'oublies complètement quoi Hmm. et ce qui était drôle, c'est qu'il était toujours là et que ben, directement, il te dit non, mais Marine, il faut se calmer, ça. Et puis, il te suit et il t'aide jusqu'au bout. Et c'était, enfin, ouais, ce moment-là, ben, c'était, tu le réalises pas de suite en plus. Tu le réalises bien après, mais tu te dis waouh, quoi. Qu'est-ce que tu as partagé? Et voilà. Dawa Sherpa, je suis en contact actuellement avec lui parce que je l'ai croisé aussi au salon de l'UTMB et je devrais, si tout va bien, dans les prochains jours, m'entretenir avec lui. Donc c'est Oh, une bonne génial. nouvelle. Voilà. Justement, ouais, quand je réfléchissais aux personnes, je me disais, ah, ce serait génial de l'interviewer à lui, quoi. Normalement, Voilà. ça devrait se faire prochainement. Ok. Super comme moment extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont tu vois l'avenir de ta pratique perso? Alors que ce soit sur des distances, sur des formats de course, comment tu l'imagines? J'aimerais me diriger vers du plus long. Et j'aimerais aussi être, ben, prendre plus en compte ma pratique dans le sens où ben, cette année-là, et enfin, même depuis le début, je je suis pas très, comment dire, mon planning d'entraînement ou autre, il se fait un peu en fonction des envies et en fonction ben, des moments disponibles, etc. Et j'aimerais vraiment arriver à me tenir un objectif, c'est-à-dire vraiment des mois à l'avance, comme beaucoup le font et comme j'ai pu en rencontrer, me dire, bon ben voilà, Marine, tu te fixes cette distance et tu suis vraiment ton planning d'entraînement pour voir en fait ce que je peux faire, si j'en suis capable et pour être mieux aussi, parce que j'ai écouté là tous tes podcasts sur le surentraînement, les blessures, etc. Et c'est vrai que bah, c'est pas bon de faire un coup 20 bornes, puis la semaine de 5 kilomètres et puis reprendre à fond. Enfin voilà. Donc j'aimerais vraiment me tenir à des sorties régulières et avoir. J'aimerais arriver à 80 kilomètres, quoi, mais progressivement, hein, donc Mhm. de me faire un tableau en me positionnant justement des courses pour me permettre d'arriver à l'objectif, quoi. Et là, en parlant d'objectifs, c'est quoi pour toi, quels sont tes rêves de trail ultimes? Qu'est-ce que tu imagines accomplir? Alors, ouais, alors ben, j'y réfléchis, je sais pas trop en fait, j'ai pas forcément une course, enfin toutes les courses m'attirent ou quoi, j'ai pas une forcément qui m'attire plus que l'autre. Par contre, le lieu, j'aimerais vraiment courir en Corse Mhm. parce que du coup, avec le service civique que j'avais fait, c'est vraiment une terre et le GR20, voilà que j'affectionne particulièrement. Mais c'est plus le contexte, hein. C'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais quand je cours ou quand je vais sur des courses, il y a personne, enfin, il y a personne. Il y a mes amis, etc., mais qui sont toujours du milieu de la course. Donc, au final, soit ils courent, ou soit ils t'attendent, mais parce qu'ils ont couru.
Et ce qui serait énorme, ce serait qu'il y ait la famille, les amis qui n'ont rien à voir avec ça et qui soient là. Parce que c'est vrai qu'on en parlait avec une copine et t'es triste en fait quand t'arrives et que ils y sont pas, quoi. Mhm. Et tu te dis que, par exemple, si je me fixe un objectif pour reprendre ta question d'avant, ce serait vraiment l'idée de me dire, ah ouais, franchement, si je me fixe cet objectif-là, s'ils sont là sur cette journée-là, pour moi, ce serait énorme. Donc, ce serait plus le rêve de trail, ce serait plus l'idée d'un partage, donc soit d'une course qu'on partage à plusieurs, soit de ma course, mais où c'est qu'il y aurait des gens proches qui seraient là, quoi. Voilà. On sent bien chez toi que la notion de partage et la notion de don à l'autre est très très présente dans ta personnalité. Et donc Oui, d'ailleurs, sans transition, on va passer à la partie trail Interdoc, le trail que tu organises, que vous organisez dans le village de la Salvetta sur Agou, dans le Haut-Languedoc, pardon. c'est Est-ce que tu ça. peux nous parler et nous indiquer le moment précis où tu as décidé de lancer cet événement? Est-ce que tu te rappelles du jour J? Alors du jour J, non, je m'en rappelle pas. En fait, ça s'est fait quand j'ai posé ma rupture conventionnelle et que du coup j'ai enclenché ma réflexion sur l'avenir. Je savais pas en fait par quel bout encore le prendre je savais que je voulais travailler dans ce milieu-là, mais je savais pas comment et c'est avec toutes les rencontres que j'ai faites et toutes les orgas qui m'ont accueillie que j'ai compris que si je devais faire quelque chose et si on m'accordait leur confiance, quoi, il fallait que je fasse quelque chose moi-même. Donc, pour ça, il fallait que je crée moi-même une course pour montrer de quoi je suis capable, me créer du réseau, faire en sorte que les gens puissent te faire confiance sur la suite, quoi. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à constituer des dossiers sur ce que je m'imaginais. Donc, il n'y avait pas grand-chose au début dans le dossier, hein. C'était mon parcours, ma volonté, tu vois, et mon idée de ce que je m'imaginais. Donc, voilà, si c'est des formats duo, formats solo, etc. Ça Plus a toujours ces été choses-là. sur cette zone géographique, ton idée de départ, ou pas? Alors, c'était les hautes terres d'Oc. Mhm. Effectivement, ça a toujours été là. Parce que j'avais souvenir de quand j'y allais petite, notamment à la saison de la cueillette des champignons, quoi. Donc je sais que c'était un super endroit et qui était encore très préservé. Mais après, j'avais fait une étude de marché moi-même, hein, en recensant toutes les courses qui avaient lieu sur cette région, en essayant aussi de pas empêcher des organisateurs de pas se mettre trop près, si tu veux, d'une date, de faire en sorte que tu prennes pas le territoire de quelqu'un d'autre, parce que il y a des courses partout, hein, faut se le dire. Mhm. Et donc j'avais visualisé les Hautes-Terres d'Oc, donc j'avais envoyé mon projet, mon idée à toutes les associations et les clubs de la région. Le truc, c'est que quand j'ai fait ça, le Covid avait commencé. Et je pense que bon, ça a mis des bâtons dans les roues à tout le monde, mais voilà, moi, je l'ai ressenti aussi. Et en fait, il y a personne qui m'a répondu, sauf la mairie de la Salvetat sur Agout. Et c'est comme ça, si tu veux, que le point de départ et d'arrivée a été décidé à cet endroit-là. Mais c'était pas forcément mon idée de base. Tu vois, je le Mhm. voyais plus au départ vers un peu plus haut, vers Nage. Je sais pas si D'accord? tu connais quand Non, pas tu es trop. venu. Mhm. C'est un lac qui a lieu un peu plus à 20 minutes, hein, c'est pas très loin en termes de distance. Mais ouais, c'était pas forcément la Salvetat, mon idée de base, hein, en tout cas. On salue le maire de la Salvetta sur Agout. Alors tu dis Agout, j'ai dû me tromper alors depuis le début, qui est très sympathique au demeurant. Et justement, en ce qui concerne les rapports avec la mairie, les autorisations de passage, etc., est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, en ce qui concerne les autorisations euh, euh, Pour publiques, les privées, sentiers, etc., pour les sentiers, comment ça se passe et ouais. quelle charge de travail ça représente pour obtenir ces autorisations? Mais en fait, moi, je savais pas trop comment procéder, donc j'avais énuméré sur mes cartes tous les sentiers balisés existants, donc que ce soit du PR, du GR,
de la grande randonnée de pays, mais aussi là-bas, il y a beaucoup de réseaux verts, donc les sentiers VTT existants. Mhm. Ah oui, Donc j'ai vu parce ça, que ouais. ouais, c'est ça. Parce que mon Mhm. idée c'était, je savais avec bon, ma petite expérience, on va dire que effectivement dès qu'il y avait du privé, c'était très compliqué. Donc je voulais au maximum créer un circuit en me basant sur des sentiers déjà existants, quoi. Mhm. Et bon, et sauf que quand tu recenses, ben le truc c'est que les GR et tout ça, souvent ils passent par des longues parties bitumées où ils font des traversées, tu vois, de départementales hyper dangereuses ou pas forcément simples pour une course. Et donc, c'est là que ben, toi, tu essaies de jongler avec ce que tu souhaites faire et de voir à qui ça appartient. Et la difficulté première, elle est là, c'est que moi, j'ai pas accès au cadastre. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller voir les communes en disant, bon, ben voilà, chez vous, le tracé, il passe par là, là et là. Est-ce que c'est des sentiers communaux, ruraux, privés, etc. Et c'est là que ça se complique, que moi, j'avais pas anticipé. C'est que moi, je pensais qu'il y avait une cohésion, on va dire, entre toutes les mairies. Donc, quand je demandais à une, elle avait ben, on va dire, tous ses dossiers, etc. C'était identique finalement à la commune d'à côté, et ainsi de suite, et que j'aurais pu trouver un endroit où tout était répertorié. Mhm. Et en fait, pas du tout. Tu es obligé d'aller, enfin, en tout cas, dans ce lieu-là, hein, parce que c'était une première édition pour moi, mais c'était une première pour eux aussi. Hein. Et donc, en fait, il fallait aller voir toutes les communes une à une. Donc, ça demande énormément de temps pour justement expliquer par où ça passe, parce que j'ai beau faire mes tracés sur l'ordi, etc., les GPX, enfin, tout ça, tout le monde ne le comprend pas forcément, ce que je l'entends, tu vois, c'est un jargon, ben, quand on n'est pas Bien sûr. dedans, Mhm. on comprend pas ce que c'est un GPX. Hein. Mhm. Et donc, il me fallait vraiment me déplacer, aller voir les communes et demander où ça passait et si j'avais le droit ou pas le droit. Et c'est là que ça a posé souci parce que on m'a donné des fois des autorisations, donc je ne donnerai pas les noms des communes ou autres, mais alors que j'avais pas le droit. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée au... J'ai déposé mon dossier en préfecture et je me suis rendu compte par moi-même parce que j'y allais régulièrement chaque semaine, hein, donc je rencontrais les habitants, etc. Et que en fait, ben, cette autorisation qu'on m'avait donnée, c'était par exemple un chemin de service, tu vois, où c'est que les chemins de service, on est obligé normalement de demander l'autorisation de tous les propriétaires autour du chemin. Et je me suis retrouvée dans des situations assez particulières parce que ça entraînait des petites tensions, si tu veux, avec ceux qui habitent vers là. Parce qu'on avait l'impression que je m'accordais ou que je m'octroyais un droit de passage toute seule, hein, tu vois. Mhm. Et ça a posé difficulté parce que ben, moi, j'étais pour rien, mais le truc, c'est que les gens sont pas derrière tout ça. Ils savent pas que tu demandes des cadastres en premier à la mairie, que la mairie t'autorise et qu'après tu fais. Et donc voilà, les difficultés principales, c'est ça, le manque de coordination, je pense, entre les collectivités, mais ça, c'est partout pareil, je suppose. Hein. Mhm. Et le fait que ben, j'ai pas accès au cadastre, finalement, tu peux pas vérifier, tu dépends de quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, t'as un autre intermédiaire, quoi. Comment a été, là tu viens d'en parler légèrement, mais comment a été reçue cette idée d'organiser un trail dans un lieu qui n'en avait a priori jamais reçu, jamais organisé? Les riverains, les habitants, t'as senti de la bienveillance, de l'attention par moment? Tu peux nous parler un peu de ça? Oui, alors j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit à tout et heureusement que je pouvais m'appuyer sur des organisateurs qui s'étaient déjà frottés, on va dire, à ce territoire, notamment Cyril Abal du Trail du Caroux, qui m'a beaucoup aidé sur son expérience passée, Mhm. et puis d'autres, là, celui qui organise le Charcuterie à la Cône, enfin voilà, le Brassac Trail, tout ça. Mais effectivement, j'ai eu toutes les réactions finalement, même que ce soit des producteurs, puisque mon idée c'était de faire travailler les producteurs locaux. Mhm. Et je pensais que ben, j'allais être bien accueillie parce que c'est pas partout que qu'on achète justement des produits locaux pour les mettre sur les ravitaillements. Et je me suis heurtée à pas mal d'embûches parce que ben, ils comprenaient pas quoi. Ils comprenaient pas ou même l'idée, tu vois, de partenariat, c'est lointain. On avait l'impression que
que je demandais qu'on me donne, alors que c'était pas du tout ça. C'était l'idée, tu vois, c'est comme si tu vas, je sais pas, dans une boutique, tu dis, bah, t'achètes 600 t-shirts, si t'en achètes 600, est-ce que il te fait une remise, est-ce que il Mhm. t'offre un lot, enfin, j'en sais rien, tu vois. C'était plus des discussions comme ça que j'avais. Alors, c'est sûrement moi, hein, qui savais pas peut-être comment m'y prendre au début, ou la façon, en tout cas, qu'ils appréciaient eux là-bas. Mais ouais, j'ai tout eu. La première, finalement, c'est là où tu as le plus besoin de soutien, mais je pense que la compréhension arrive plus tard. J'aimerais qu'on parle un petit peu de finances dans un projet comme le tien. J'imagine que c'est basé sur dans le cadre d'une association de loi 1901. Tu me dis si je Et, me trompe. alors, non, c'est pas ça. Alors, pour être Alors transparente, explique-moi. du coup, oui, c'est donc quand j'ai décidé de vivre de ça, donc moi même j'ai travaillé en asso, ouais, et je suis bénévole dans plein d'assos, pas que de courses, hein. Et moi, mon idée, c'était d'en vivre. Donc, je trouvais ça bizarre de créer une asso pour retirer des bénéfices, si tu veux, de ce que je Mhm. faisais. Donc, j'ai retourné le truc dans tous les sens, en sachant que je suis seule aussi, hein. J'ai pas, alors, tu peux trouver, c'est vrai qu'une asso, c'est vite créé. Donc, tu trouves quelqu'un vite qui te fait qui apparaît sur les statuts et c'est vite fait. Mais moi, bon, c'est peut-être mon côté juriste, hein, mais j'ai voulu faire les choses cadrées. Et donc, il me fallait créer une entreprise. Donc là, tu choisis la forme parce que ben, une organisation de cours, c'est énormément de charges. Donc, c'est pas déductible, si tu veux. Ça peut pas être une micro-entreprise puisque tu peux Mhm. pas déduire. Bien sûr. Donc, c'est là que s'est posé la question de créer une société à associé unique. Donc, c'est pour ça que j'ai créé, donc, un an après la rupture conventionnelle que j'ai eue, parce que ça a mis du temps, hein, que tout se mette en place. J'ai créé donc la société au pas de course. La fameuse SASU, Société c'est ça? Alors, non, c'est pas la SASU, c'est la SARL, mais à associé unique, hein. D'accord. Voilà, bon, c'est le jargon juridique, hein, Mhm, bien sûr. Mhm. tu dépends de choses différentes en fonction des TVA, tout ça, quoi. D'accord. Et du coup, j'ai créé la société avec pour objectif d'être prestataire de services pour justement soit des organisations qui ont besoin, ben, par exemple pour la mission des parcours, la mission de recherche de partenaires, enfin, je te dis n'importe quoi. Ça peut être la création d'espaces nature ou ça peut être, moi, ce que j'ai à cœur aussi, c'est de lier mon ancien boulot, donc de faire l'insertion des jeunes par le sport et l'insertion dans des projets de cohésion, si tu veux, et de valorisation de leurs compétences. D'accord. Donc, par exemple, qu'ils organisent eux-mêmes leurs petites courses du village, tu vois, et de dire, bah, c'est eux qui l'ont fait, regardez, voilà. Mais donc tout ça fait que quand tu crées ta société, bah, automatiquement, pour qu'elle vive, faut qu'il y ait des bénéfices. Donc je sais que ce premier projet, si tu veux, je suis pas intervenue en tant que prestataire. J'ai tout fait en mon nom propre. Donc la mairie m'a soutenue financièrement, pas énorme hein, comparé au coût que c'est, hein. Mais c'était le deal, si tu veux, quand ils m'ont demandé de le faire dans leur commune. C'était l'idée, bon ben voilà, on vous donne un petit chèque et en échange, ben, le départ et l'arrivée se fera chez nous et pas Mhm. ailleurs. Et donc, si tu veux, moi, après, j'étais prestataire de personne. C'est-à-dire, moi, je voulais faire ça, mais personne ne voulait prendre la responsabilité de l'événement. Donc, c'est moi qui ai créé seule et qui était responsable de l'événement dans son entier. Donc, ce premier projet, ben, il est pour me faire connaître. J'en dégage aucun bénéfice, au contraire, je suis en déficit, hein, parce que ben, voilà, c'est une première par rapport aux charges fixes, parce que côté 200 coureurs ou que tu en es 1000, le chronométreur, ça change pas, les secours, ça Les changera secours, ça pas. change pas. Mhm. Donc, ce premier projet, vraiment, j'ai tout donné parce que c'est pour l'avenir, finalement, quoi. Mhm. Mais financièrement, ben, on se frotte aux limites de la loi, c'est-à-dire que soit la loi est mal faite, soit tu n'arrives pas à avoir toutes les infos. Moi, quand j'ai créé la société, effectivement, je me posais plein de questions. J'ai essayé d'avoir des réponses sur bah, des grosses orgas, de comprendre pourquoi il y avait une association derrière, parce que tu vois qu'il y a toujours une asso pratiquement qui est rattachée juridiquement. Mhm. Donc, mais c'est compliqué d'avoir les réponses de tout ça. Tu rentres dans des choses qui, je pense, qui sont compliquées à donner, quoi. Mhm.
Toi, en tant que juriste, du coup, tu avais pas mal de compétences euh, légales pour savoir de quoi tu parles aussi, quoi. C'est ça qui est bien. Oui, oui, alors c'est bien et c'est pas bien parce que je pense que je m'en posais trop aussi de questions, tu vois, Mhm. sur Mhm. enfin, tous ces rattachements, ces conventions que je devais faire avec les mairies pour bien cadrer qui était qui, d'où ça venait, les gens qui t'aident le jour J, d'où ils sortent, hein, à quoi ils sont rattachés. Donc effectivement, ça m'a beaucoup aidé, mais ça m'a perdu aussi par moments, quoi. Parce qu'aussi, j'essayais d'entendre ce qu'on me disait, ou beaucoup me disaient de créer une asso, hein. Beaucoup me disaient, bon, Marine, pour ton premier, tu fais l'asso et après tu verras. Mais vraiment, comme je te dis, enfin, je trouvais ça vraiment bizarre en fait de faire la sous forme associative, alors que je cache pas le fait que je veux en vivre. Enfin, si on ramène au taux horaire, enfin, j'y étais tous les jours depuis un an et demi, tu vois. Ça te prend un temps fou. Alors, quand on est coureur, même moi, quand j'étais pas de ce côté-là, tu vois pas tout. Parce que ben, tout pratiquement se fait de l'autre côté et se fait dans l'ombre. Mais c'est vraiment un métier. Alors, tu peux le faire pour moi de toutes les sortes. Tu peux le faire sous la forme associative, sous la forme entreprise. L'idée, moi, c'est vraiment de faire quelque chose qui corresponde aux envies des coureurs, de faire quelque chose de transparent où tout le monde puisse s'y retrouver. Et c'est pas l'idée comment dire, de voler l'argent aux gens, tu vois. C'est parce que j'ai eu ces retours-là. On comprenait pas que je me montais en entreprise, donc j'ai dû faire face aussi bah, à certaines critiques, quoi. Et moi, voilà, mon idée, c'était, enfin, voilà, en toute transparence, moi, cet événement, il te fait pas vivre. Au contraire, il te met dans le rouge. Mais c'est de dire, ben voilà, moi, j'adore ça, je fais ça, mais je veux aussi ben, pouvoir en vivre plus tard. Et ça, je le cache pas non plus. C'est tout à ton honneur d'avoir ce discours-là. C'est effectivement c'est un peu détonnant dans le milieu un peu policier du trail notamment. Moi je pense que c'est bien d'avoir ce discours transparent et clair. En ce qui concerne de nouveau les aides financières, est-ce que hormis la mairie, tu as eu des partenaires alors je crois que la Salvetta vous a aidé aussi. Est-ce qu'il y a eu d'autres partenaires? Oui, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est effectivement quand t'es pas en asso, du coup, t'as pas d'aide de la région, t'as pas d'aide du département. Par exemple, je te dis n'importe quoi, un carpodium, tu vois, où c'est que qui est prêté gracieusement normalement aux associations, ben t'y as pas droit. J'ai dû galérer pour avoir des écotasses, tu vois, par exemple, du département, voilà, ce genre de truc. Donc, t'as pas d'aide, donc tes seules ressources vont être côté entreprise où c'est que tu vas pouvoir avoir des partenariats avec d'autres entreprises que la tienne. Donc, ça a été, par exemple, effectivement, ben, la Salvetat qui m'a donné l'eau, tu vois, donc dans de matériel. Ça a été la Maison Millot ben, qui m'a donné, par exemple, de la saucisse perche. Ça va être des entreprises de papeterie, le Scribe, qui va me fournir les sacs en craft pour les coureurs. Ça va être, tu vois, plein de choses comme ça par rapport aux fournitures. Les magasins de sport, les équipementiers qui vont t'aider pour les lots des coureurs. Enfin, voilà. Du coup, ça doit s'axer autour de ça. Ou le Crédit Agricole, tu vois, qui m'a donné aussi pour m'aider. Vu que j'en cite d'autres, Intermarché, tu vois, qui t'aident pour tout ce qui est à part le coca, enfin, toutes ces choses-là que tu es obligé d'acheter. Enfin, moi, j'ai trouvé voilà, vraiment un soutien auprès de personnes qui ont cru au projet parce que ce qui était compliqué, c'est que c'était très flou pour les gens, ce que je le conçois complètement. Il n'y avait pas de mesure de personnes, de coureurs. Moi, mes coureurs, ils se sont inscrits en masse les 15 derniers jours, hein. Donc, c'était très compliqué de donner une estimation du nombre. Donc, c'est des gens vraiment qui ont eu voilà, un coup de cœur pour le projet qui ont cru aussi en moi et qui m'ont fait confiance, quoi. Et c'est des petites mains de partout qui se sont démenées pour m'aider, quoi. Le papa de Bastien qui travaille à Vaumarques à Toulouse, qui m'a fait toutes les affiches pour que les partenaires apparaissent, tu vois, comme il faut. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça Mhm. qui ont fait que je m'en suis sortie aujourd'hui. Sans ça, ça aurait été très compliqué. J'aimerais parler aussi d'un autre élément qui est important dans l'organisation de courses et de trail, aussi restreint soit-il, c'est tu en parlais tout à l'heure, tu parlais des sociétés de chronométrage, de secours, etc., d'animation. Est-ce que tu peux nous faire un petit tableau des sociétés
auquel tu dois faire appel pour ton événement? Ouais, alors bon, moi j'ai la principale charge financière et la dépense la plus grosse, c'est les secours. Euh, bon, ben, ça c'est quelque chose de primordial hein, sur lequel tu peux pas de toute façon, tu peux pas négliger, hein, Je te voilà. coupe, mais ces secours, ce sont des sociétés privées ou comment ça se passe? Alors, ils disent ça, association agréée de sécurité civile. C'est-à-dire, quand tu remplis ton dossier de préfecture, tu as des conditions à remplir et dans ton organisation, pour la sécurité de ton événement, tu dois faire appel à une association agréée de sécurité civile. Ça peut être la Croix-Rouge, par exemple. Moi, vu que c'était dans l'Hérault, c'était par exemple la protection civile de l'Hérault, tu vois. Mhm. Et là, c'était l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault qui était agréée et du coup, tu fais appel à eux et ça valide en fait ton dispositif. Et D'accord. dès que tu dépasses certaines conditions, par exemple, tu dépasses tant de coureurs, bon, ben, c'est une ambulance. Tu dépasses un temps d'arrivée supérieur à 3 heures du dernier, par exemple, c'est tant d'infirmiers, c'est le médecin en plus, etc. Donc ça, tu coches des cases en fonction de l'événement que tu t'imagines. Et c'est eux qui te font ce qu'on appelle un DPS, donc ils te font une estimation de ce qu'il faut pour encadrer un événement comme celui-là. D'accord. Et donc principalement, effectivement, c'est les secours. Après, en ce qui concerne société de chronométrage, société d'animation, etc., il y a d'autres choses qu'il faut prévoir en termes de dépenses par rapport à ce type de société? Alors moi, par exemple, étant donné que moi j'ai été côté, je l'ai fait en tant qu'entreprise, Mhm. c'était pas, enfin, il y a des bénévoles, oui, mais c'est des bénévoles rémunérés dans le sens où j'ai fait appel à des associations spécialisées dans la circulation routière, en fait, que j'ai rémunérées. Donc c'est une prestation sur la journée qui était aux différents axes, par exemple, importants et qui ont joué le rôle de signaleurs. Donc ça, c'est pareil, c'est une dépense assez importante. Effectivement, tu as le chronométrage, tu as l'animation, donc que ce soit le speaker ou autre. Et après, tu vas avoir, grosso modo, hein, tu vas avoir tout ce qui est ben, ravitaillement, dotation pour les coureurs, récompense coureurs, tout ce qui est, tu vois, trophée. Ce qui est bah, toutes ces petites choses qu'on pense pas, tu vois, les remerciements des personnes qui ont été là, donc des t-shirts, voilà, tout ce qui englobe un peu la com, quoi. Même s'il y a Mhm. beaucoup de choses que j'ai fait moi-même pour limiter justement les dépenses. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau des dépenses de cet événement en pourcentage, on va dire, achat de fournitures, paiement de prestations, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je peux te donner des chiffres. En tout cas, alors j'ai pas tout refait si tu veux j'ai pas encore eu le temps là depuis la course hein, de refaire mon tableau. Mais pour les secours, pour te donner un ordre d'idée, ce qui était prévu à la base pour l'ultra, par exemple de 100 kilomètres, c'est environ 10 000 euros. Tu Mhm. vois. Pour la sécurité, c'est pareil, ça dépend. Donc je sais pas, c'est à peu près 2 000 euros. Pour le chronométrage, c'est pareil. Mais le truc, c'est que comme je te disais, c'est des dépenses qui vont pas changer quel que soit le nombre de coureurs. Qui sont Donc en fait, inflexibles. Mhm. et ouais, en fait ce qui me faisait très peur. Bon, on en parlera, je pense, mais l'annulation de l'ultra a été liée à ça. C'est que ben, l'ultra, qui en est 20 ou qui en est 200, par rapport aux dépenses, elles vont pas changer. Par Mhm. contre, ben, de mon côté, j'aurai pas d'entrée de droit de participation et du coup, ben, je me mets dans le rouge complet, quoi. Et pardon, Ouais. vas-y. J'ai bien compris. Donc, si tu veux qu'on en parle un petit peu maintenant, vous aviez prévu un 5 kilomètres en ultra, donc c'est cette raison-là qui a fait que vous avez abandonné ce format alors. Tout à fait. En fait, j'étais dans le déni hein, parce que j'étais tellement à fond dans mon projet, puisque vraiment la base de la base du projet, c'était passer par toutes les communes des Hautes-Terres d'Oc, enfin, un maximum en tout cas, et les communes intéressées, hein, parce que j'avais fait le tour des communes qui étaient partantes pour un tel projet. Donc faire le tour, passer par ces communes pour valoriser tout le territoire. Et en gros, chaque commune correspondrait à un certain produit, certains acteurs, etc. Donc le projet de base, c'était vraiment l'ultra, quoi. Et en fait, je pense que je me suis, je me suis mis des œillères, tu vois, sur le reste. C'est-à-dire, j'en ai occulté.
alors l'aspect financier, alors que je dois en vivre, hein, c'est paradoxal, mais j'en ai occulté ça jusqu'au moment en août, parce que je me disais, bon, ben, il y a le Covid, ils s'inscrivent pas parce que voilà, on met du temps à savoir si ça va être annulé, pas annulé, Mhm. donc les gens sont un peu dans un flou, jusqu'au moment où au 10 août, ben, je rentre en fait des reconnaissances de sentier. J'ai la préfecture au téléphone qui me dit qu'il faut envoyer le protocole à jour parce que ça avait encore changé. C'était au moment où on demandait maintenant le pass. Donc, il faut que tu refasses un protocole pour que ça passe en préfecture après. Donc, ça voulait dire que j'avais juste cette opportunité-là pour modifier mon dossier. C'est-à-dire que normalement, ton dossier, il doit être fait dans les 3 mois avant et il bouge plus. Et là, en fait, avec le Covid, ben, il le traitait qu'une fois que les mesures, si tu veux, protocolaires Covid, etc., étaient fixées. Et donc là, je me suis dit, ah, purée, mais en fait, c'est maintenant ou jamais si j'ai un truc à changer. Et donc, je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai atterri, hein, mais c'est là que je me suis dit, mais Marine, en fait, tu te lances dans un truc. J'avais 18 coureurs, je crois, sur l'ultra. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça faisait un mois qu'il n'y avait aucun coureur qui s'était inscrit sur ce format. C'est-à-dire, j'avais eu des inscriptions sur le petit et le moyen, alors que normalement, eux, ils s'inscrivent même la veille, tu vois, Mhm. Mhm. et aucun sur l'ultra depuis un mois, en sachant que parmi les 18, j'avais des dossards invités ou des dossards des jeux concours que j'avais organisés. Donc, en termes de ressources financières, je devais avoir 10 inscriptions, tu vois. Mhm. Et là, ben, tu poses le pour et le contre et tu le fais vite parce que ben, on est le 10 août, que il faut prendre une décision et que si je prends la décision, ben, il faut tout changer. Donc j'ai appelé le chronométreur parce que tous les gens qui m'entouraient, ils ont eu aussi de la peine de me dire ça si tu veux. Enfin, ils essayaient de me faire entendre raison, mais de manière détournée. Et quand moi j'en ai pris conscience, c'est là qu'ils ont osé aller plus loin Mhm. en me disant Marine, fais gaffe, tu vas la tête dans le mur en fait et tu risques gros quoi. Parce que là, ben, c'est pas 2000 euros, c'est des milliers d'euros que tu as dans le rouge, hein. Et c'est là en fait que en une nuit, du coup, j'ai tout modifié, tous les parcours. On a essayé avec Bastien de trouver un plan B parce que tu peux pas récupérer de nouveaux sentiers. Tu es obligé de faire les sentiers déjà déposés. Par contre, tu peux pas en sortir d'existants. Donc, Mhm. c'est là que le 50 kilomètres s'est fait comme ça parce il y avait que cette possibilité, en fait, finalement. Donc, qui était super. Mais c'était la seule possibilité qu'on avait pour modifier le format, tout renvoyer le lendemain en préfecture. Et là, c'est une semaine de paperasse, hein, administrative où tu modifies tous les parcours, tu préviens les secours parce qu'en plus c'est août, tout le monde est en congé, t'as personne, tu dois de nouveau avoir des conventions de DPS pour réévaluer le truc, tu dois refaire les formats, les coureurs qui sont en attente, tu peux pas les prévenir une semaine avant qu'ils font plus l'ultra. Donc ouais, ça a été chaud, mais je pense que c'était la meilleure décision à prendre avec du recul. T'as vécu ça, vous avez vécu ça comme un échec ou plutôt comme une remise en question et quelque chose qui vous a remis à votre place? Je pense que c'est un peu ça, hein, ce que tu viens d'expliquer. Oui, 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 c'est plus une remise. En fait, enfin voilà, j'étais tellement passionnée par le truc et j'avais tellement mis d'énergie dans tout ça et tout le monde, hein, que ce soit les recos qu'on a fait, que ce soit Bastien qui m'a accompagné tout le temps sur les sorties. Et en fait, tu sais que tu dois prendre la décision, mais tu veux pas parce que ben c'est 1 an et demi de travail qui tombe à l'eau, quoi. Hmm. C'est du travail qui a été fait avec toutes les communes pour prévoir des animations qui concordaient avec l'arrivée des coureurs. Donc, c'est des gens que tu déçois. C'est des mairies que tu déçois. C'est des associations parce que ben, ils attendaient que ça, qu'il y ait les coureurs qui passent chez eux. Et c'est des coureurs que tu déçois aussi parce que ben, même s'il y en avait que 18 qui étaient inscrits, ben, ces 18, ils se sont inscrits au début, hein. Ils se sont pas Hmm. inscrits au dernier moment. Donc, tu sais que c'est eux qui ont cru finalement le plus en toi puisqu'ils se sont inscrits au moment du lancement de l'inscription. Et c'est là que tu te dis, qu'est-ce que tu as loupé, quoi. En fait, c'est vraiment une remise en question totale, ouais. Quel a été le bilan du coup de cette édition? Alors il y avait trois longueurs. Il y avait un 14 ou un 15 si je dis pas de bêtises, un 27 et un 50. Quel a été le bilan chiffré de cette première édition?
Alors, le bilan en termes de participants, ben, il est plutôt pas mal parce qu'il y a eu 372 exactement qui ont pris le départ de la première édition. Donc, il y en avait à peu près 60 sur le 50, 130 sur le 24 en solo. Il y avait 18 équipes en duo dont tu faisais partie. Et il Mhm. y avait 150 à peu près sur le 13, en sachant que par rapport au nombre d'inscrits, mais ça je l'ai remarqué lors de mes participations aux autres organisations, il y a à peu près 10% des gens inscrits qui prennent pas leur dossard. Donc, Ah oui. qui s'inscrivent, mais ils viennent pas le récupérer. Donc, en tout, il y avait presque 400 coureurs d'inscrits, en tout cas sur cette première, et ce qui est énorme, je ne reviens toujours pas parce que enfin, tu m'aurais dit ça à l'UTMB quand on se voyait, j'étais à la moitié, quoi. Ouais. Donc, Et, c'est et donc, énorme. t'avais des objectifs chiffrés, vous aviez des objectifs chiffrés avant en tête? Ben alors, ça se joue financièrement, c'est-à-dire qu'il me fallait arriver au moins à 500 coureurs pour espérer un équilibre financier. Mhm. Mais après, franchement, à la fin, quand il y a eu tout ce chamboulement de 50 kilomètres, etc., mon seul objectif, c'était que ça aille au bout, quoi. Parce que encore mi-août, on me disait que potentiellement le Covid allait ressurgir et que je devrais annuler l'édition. Donc, si tu veux, c'était plus trop financièrement Mhm. que ça se jouait là. C'était plus, non, mais on n'a Sur pas fait tout ça pour. l'existence de l'épreuve, quoi. Ouais. C'était plus, il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse. Et d'ailleurs, dans les 10 derniers jours, il y a eu autre chose, c'est-à-dire qu'on m'appelait pour me dire, Marine, il y a un épisode Cévenol qui arrive, tu pourras pas faire ta course. Donc, quand c'était pas le Covid, c'était des gens qui t'appelaient pour te dire que la météo allait être catastrophique. Donc, c'était, en fait, si je devais, je sais que tu m'as posé la question, les points d'amélioration, enfin, au niveau comportement et ma façon d'être, ce serait aussi de faire mon truc et de pas trop écouter ce qui se passe autour Mhm. parce que j'ai énormément perdu d'énergie à me remettre en question. Déjà que je pense que je manque de confiance en moi de base, hein. Euh, de me dire, bon, ben ça va pas, ça va pas. Je me disais, ah ben oui, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il a raison. Alors il en faut, En tu vois, même des temps, remises en en même temps, question. pour une première édition, c'est tout à fait normal de pas être sûr à 100% de ce qu'on fait. Et enfin, ça me choque pas, quoi, personnellement. Oui, c'est sûr qu'il en faut, mais tu vois, par exemple, la météo, de dire, bon, ben, il se passera ce qui se passera, mais c'est vrai que ça te perturbe énormément et tu te rends pas compte les jours que tu perds, en fait, à retourner la situation ou à réactualiser 10 fois la page Mhm. des prévisions météorologiques, quoi. Et puis on n'était pas assez. S'il y avait autre chose aussi à améliorer, ce serait ben, que j'arrive à mieux coordonner, à mieux déléguer aussi, parce que j'ai tellement fait tout toute seule que j'ai eu du mal, je pense, à déléguer des missions. Donc ça, c'est un travail qui va être fait aussi prochainement en mairie sur ben, le compte rendu finalement de l'édition et voir pour le futur. C'est-à-dire, bon, ben maintenant, j'ai besoin d'aide sur ça, ça et ça, quoi. Voilà. Justement, parce que tu disais qu'il manquait de monde, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des bénévoles. Donc, j'ai l'impression qu'il en manquait. Tu les as trouvés où et comment ça s'est passé avec eux de manière générale sur cette édition? Alors, ça s'est passé très bien en fait. Pour répondre à ta question, donc c'était à la fois l'association donc dont je te parlais là de sécurité routière qui peut aussi intervenir sur des ravitaillements, des choses comme ça. Donc il y avait grand nombre qui venaient de chez eux. Il y avait également donc l'ASEI, donc qui existe à la Salvetat-sur-Agout et dont des personnes sont venues m'aider sur toute la journée. Dont Jean-Jacques, par exemple, qui a fait le tirage au sort, je ne sais pas si tu as vu, mais par exemple, il Oui. fait partie de ces personnes-là. Mhm. C'est en number one, toute ma famille et mes amis. Alors là, voilà, qui sont venus en fait de partout pour m'aider, me soutenir et qui ont vécu ça avec moi ben, toute la semaine d'avant, quoi. Donc ces petites mains, enfin, je pourrais jamais les remercier comme je voudrais. Mais voilà, sans ça, ben, il n'y a pas de ravitaillement aux 13 kilomètres, il n'y a pas de ravitaillement aux 24. Enfin, voilà, c'est des gens précieux. Et après, ben, le jour J,
c'est ça qui pourrait être anticipé, c'est que des élus de la mairie m'ont vu un petit peu en galère, je pense, et m'ont dit, bon, ben, on est là, on t'aide. Mais donc, il y a toujours à faire, tu vois, mais c'est vrai que si tu le sais en amont, tu peux vraiment anticiper la répartition des tâches de manière coordonnée, parce qu'après, il y a eu ce problème de débalisage, et moi, j'arrivais plus, à me concentrer sur tout à la fois, quoi, on va dire. Après, moi, je te le dis, je te le répète, t'apprends, c'est déjà énorme d'organiser comme ça, toute seule, quasiment toute seule, hein, à la tête de cet événement et de se lancer comme ça. Donc, je suis quasiment sûr que les prochaines éditions, tu auras appris de tes erreurs et c'est déjà énorme d'avoir organisé ça cette année. Et puisque tu parlais un petit peu de la problématique de débalisage, on en a parlé un petit peu juste après l'épreuve quand je suis arrivé. A priori, vous avez souffert de problèmes de débalisage sauvage. Il y a un 4x4 qui tournait un peu sur le parcours pour débaliser. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là? Est-ce que vous avez découvert qui était cette personne? Pourquoi il faisait ça? Est-ce que tu peux nous dire ça? Oui, oui, je peux t'en parler, bien sûr. Alors, j'ai pas encore toutes les infos. On essaie de retrouver, mais je pense que ce sera compliqué. En fait, quand c'est arrivé, ben, comme tu dis, c'est une première. Donc, nous, on s'est dit, ben, est-ce qu'on a bien fait cet endroit? Enfin, c'est plus une remise en question d'abord toi. Et puis après, tu as les infos qui t'arrivent de part et d'autre. Et là, tu te rends compte que non, c'est bien plus que ça. Tu sais que effectivement, il y a notamment l'endroit du 50 km où les coureurs sont arrivés de partout. C'est des mecs qui ont enlevé en fait le balisage de l'intersection et du tournant vers la droite, où ils ont laissé deux choses au milieu. Donc, d'un air de dire, bah, débrouillez-vous, quoi. Et heureusement, donc parmi les gens qui m'ont énormément aidé, c'est deux messieurs à moto qui en fait m'ont prêté secours depuis la veille. C'est que on a continué de vérifier le balisage ben, la nuit, on l'a vérifié tôt le matin, mais on n'anticipait pas qu'ils allaient commencer au moment du départ de course, si tu veux. Enfin, pour moi, vraiment, j'avais pas du tout envisagé cette hypothèse-là. Et il s'est avéré que c'était le cas, comme s'ils suivaient finalement l'avancée des coureurs en temps réel, quoi. Et donc, grâce à ces motos, elles ont pu intervenir de suite. Donc, il y en avait effectivement qui s'étaient trompées, mais ça aurait pu être plus problématique si elles n'avaient pas pu aller à cet endroit, se poster et attendre que les derniers passent pour partir et boucler cet endroit. Donc, après coup, donc, on a recueilli tous les témoignages des uns et des autres. Donc, on sait effectivement que c'est des 4x4. Les signaleurs qui étaient aussi sur le 24 km se sont fait insulter, ont eu des propos déplacés qui leur étaient destinés, qui étaient destinés surtout à la course, hein, comme si la course dérangeait. Mhm. Voilà, on a des infos par-ci par-là, de couleurs de voiture, de propos qui étaient tenus. La plaque d'immatriculation, on les a pas en entier, donc c'est compliqué de jeter la pierre à des gens sans le savoir, quoi. Après, c'est vrai que je l'ai beaucoup entendu parler, ce problème de débalisage. Mais là, ce qui était très triste, c'est que c'était comme si c'était donné rendez-vous ce jour-là pour, pour mettre à mal l'événement, quoi. C'était vraiment, une fois qu'on a recueilli tous les morceaux, quand on est allé débaliser aussi le lendemain, effectivement, il y avait des kilomètres entiers où il n'y avait plus de balises du tout, quoi. Comme s'ils étaient venus et puis s'étaient amusés à tout enlever. Donc, Maintenant que tu le dis, quand on est parti de la Salavetta sur la Goutte au départ du 24 km, on a croisé un certain nombre de 4x4 à la file indienne, là, 4 ou 5 4x4. Alors je sais pas si c'est eux, c'était des pick-up noirs. Ça m'a étonné qu'ils soient là en plein milieu de la course. C'était bah, peut-être si, eux. c'est ça. C'est ça, en fait. Et en fait, ils sont apparemment, après, j'ai eu le recueil que le dimanche soir de tout, hein, mais ils y étaient là très tôt le matin, où c'est qu'ils faisaient des allers-retours incessants dans la forêt. Mais vu que les motos sont arrivées après, je pense qu'elles ont pu rebaliser ce qui avait été débalisé, si tu veux. Mhm. Mais par contre, ils ont réussi à arriver au point du 50 km qui était beaucoup plus loin après que les motos aient fini leur passage. Donc, si tu veux, ce point débalisé plus bas, il est resté finalement. Et du coup, effectivement, les voitures que tu as vues, c'est exactement celles qui ont été décrites par les signaleurs présents là-haut,
où c'est que donc elles étaient là avant la course et au moment des courses, c'était alors toi quand t'es passé, je sais pas, mais c'était klaxonner, insulter les signaleurs quand ils les arrêtaient pour laisser passer les coureurs et de faire bien comprendre que on posait problème, quoi. On n'a Voilà. aucune idée, tu n'as aucune idée de ce que des personnes qui ont fait ce type d'acte, c'est plutôt, enfin, tu sais pas du tout d'où ça peut provenir. Non, j'ai des échos, mais je préfère voilà pas dire parce que Hmm, voilà, hmm. je veux pas porter la pierre à quelqu'un. Et puis de toute façon, moi, je vais faire un dépôt de plainte parce que là, il faisait soleil, il faisait beau. Mais faut pas oublier que, ben, comme je te dis, moi, je suis seule et je suis responsable de l'événement dans son entier. Donc, il aurait pu arriver des choses dramatiques, le brouillard qui tombe, les coureurs perdus enfin voilà, une hypothermie, enfin, j'en sais rien, mais moi j'ai pensé de suite au pire, quoi. Alors c'est Hmm. peut-être le fait que j'étais trop dedans, mais je vais déposer plainte au moins pour laisser une trace de ce qui s'est Bien sûr, passé bien sûr. et permettre de d'éclairer ça peut-être dans les mois à venir. On n'aura pas les réponses de suite, je pense. Est-ce que tu peux faire un bilan des points d'amélioration que vous avez notés pour l'année prochaine? Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est un peu lié à la proposition de l'ultra, c'est-à-dire qu'après retour et effectivement après m'être reposée, je pense que j'ai proposé des formats trop éloignés en termes de distance, c'est-à-dire que j'avais un 13, un 24 et un 100, même s'il y avait le relais dans les deux, de 62 et 42. Enfin, voilà, ça paraît pas logique hein, après réflexion, c'est-à-dire qu'il y a trop d'écart. Donc, il faut que je réfléchisse à la suite et ça dépend aussi des relations que j'aurai avec les mairies. Mais c'est plus faire quelque chose qui est plus coordonné en termes de proposition, en tout cas des formats. C'est aussi de regrouper les animations et le lieu de course, hein, parce que la mairie a voulu faire un lieu à part pour les animations. Effectivement, les coureurs ont bien précisé que c'était dommage parce qu'ils n'avaient pas la buvette sur place, ils n'avaient pas Mhm. le repas, etc. Même si c'était proche en termes de distance, c'était pas forcément visible, en tout cas pour le coureur. Également, ben, pour faire face, de pallier ces éventuels problèmes de débalisage encore, c'est peut-être demander l'autorisation cette fois des peintures que j'avais pas eu, où je me Mhm. dis que ben, les peintures au sol, même si ce n'est pas mon idée, hein, parce que je voulais faire quelque chose de vraiment éco-responsable, mais sur des points en tout cas stratégiques, de penser à ça, de Mhm. penser à positionner des motos déjà sur place. Donc, s'il y a un problème, elles partent et au moins, il n'y a pas cette perte de temps de partir du lieu de départ pour arriver au point qui pose problème. Et après, c'est moi, enfin voilà, mais comme tu dis, c'est un apprentissage, une expérience, mais savoir déléguer des tâches, une meilleure gestion de la dernière semaine avant la course, et voilà, enfin des choses comme ça. En tout cas, c'est en t'écoutant qu'on se rend compte de la complexité d'un événement, de l'organisation de trail, qu'il soit petit ou beaucoup plus grand. En tout cas, bravo pour cette organisation de la première édition. Moi, j'ai trouvé quand même malgré tout que il n'y a pas eu hormis alors ces problèmes de balisage, mais bon, ça c'est un peu indépendant de ta volonté. Il n'y a pas eu de gros soucis particuliers. Ça s'est quand même, on va dire, relativement bien déroulé et je suis persuadé que pour 2022, ça va nettement s'améliorer, quoi. Oui, voilà, c'est vrai qu'après, je pense que j'étais trop. Enfin, il y a eu trop d'émotions cette journée-là pour que je fasse vraiment un retour objectif. Mais après retour, tu vois, j'ai eu que des messages gentils de personnes bienveillantes qui m'ont félicité en fait pour l'organisation. Et je tiens encore à dire merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidée. Vraiment, il y a eu aussi, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais tous ceux qui ont fait Serre-Fil, hein, donc Mhm. notamment le club de VTT de la Salvetat et encore le Cossatray, ils sont partout aussi ceux-là, qui m'ont aidé ben, à fermer les courses et à débaliser, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi des petites mains qui m'ont aidé ben, le dimanche et qui sont essentielles ben, pour s'en sortir au mieux après l'événement également, quoi. Donc Eh bien, merci. écoute, Marine, on vous retrouvera donc en 2022 à la Salvetat sur Agout ou ailleurs. Alors il y a rien de validé, on va dire. Je préfère attendre le retour que j'ai avec la mairie pour vraiment dire si c'est la Salvetat ou une commune voisine. Mais en tout cas, Trail en Terre d'Oc aura lieu en 2022.
Voilà. Très bien, super. Allez, on va poser les deux petites questions pour terminer notre entretien. Qui tu souhaiterais entendre dans le podcast Let's Try? Alors, vu que tu as dit Dawa Sherpa déjà, j'avais réfléchi aussi à Axel et Guillaume, du coup, les créateurs de la marque Wise Trail Running. C'est des personnes, du coup, pareil, qui se sont lancées dans un projet avec rien au départ. Alors, on s'est beaucoup entendu, je pense, par l'idée justement de débuter de zéro et de se lancer dans l'inconnu. Mais voilà, je pense que ça mériterait de voir avec eux leur aventure, les prémices de leur projet. Et voilà, je pense que c'est des personnes super intéressantes à interviewer. Je me suis entretenu avec Guillaume au salon de l'UTMB, là, quand j'ai rencontré Dawa Sharpa aussi. Oui. On a parlé pas mal, on a parlé pendant 10 minutes, un quart d'heure de l'histoire de la marque et tout, et c'est effectivement prévu qu'on s'organise un petit épisode ensemble. Donc, normalement, ça se fera aussi. Alors, je t'en dis si jamais. C'est Ouais. aussi ceux qui m'ont aidé pour le balisage, c'est Trail Runner Foundation, qui, en fait, c'est l'association auquel les organisations de courses peuvent adhérer. Et par exemple, moi, j'ai adhéré et j'ai eu droit, tu vois, à quelque chose de super utile. C'était le prêt de balisage. Donc, tu vois, des fanions, enfin, toutes les choses qui te permettent de baliser la course et qui, du coup, bah, t'aident énormément, notamment pour une première édition. Et c'est vrai qu'ils ont pour projet euh, de, euh, de communier, en fait, entre tous les organisateurs et de faire en sorte que l'un aide l'autre et ainsi de suite. Eh ben, tu fais bien d'en parler, puisque mon ami Gilou, avec lequel j'ai couru Trail Interdoc, on se posait la question justement de ce qu'étaient ces petits fanions. C'est les petits drapeaux bleus, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il y en avait d'orange aussi, mais Mhm. c'est ceux qui se posent le plus facilement en plus, hein. Donc vraiment voilà c'est eux qui te prêtent, donc ils sont dans plusieurs organisations dans la France entière, hein. Et ils ont des personnes qui dirigent en fait plusieurs secteurs. Donc moi je me suis entretenue avec celui qui est vers la région toulousaine et ils sont dispatchés un peu partout en France, quoi. Écoute, je prendrai contact avec eux très volontiers, c'est intéressant. On arrive à la fin de l'épisode et les questions rapides. Est-ce que tu es prête? Oui. Pas d'argument, hein, on est d'accord, hein. Non, Plat favori après la course? du chocolat. Noir? Au lait? Ouais, du chocolat noir avec un bout de pain, quoi. C'est tout. Boisson favorite après la course? Alors de l'eau, Gel, bar, les deux ou aucun des deux? plutôt bar, hein. Fait maison ou industriel? Moi, j'aimerais fait maison, mais j'ai pas le temps industriel du coup. Alors, pour une Cévenol, ça va être, à mon avis, réponse facile. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Averse de pluie. Ça m'étonne pas. Tu préfères les racines ou le verglas? Racine, Tu préfères courir de nuit ou de jour? de jour. L'hiver ou l'été? Ouais, alors mon cœur balance. On peut pas dire l'entre-saison. Tu peux pas. L'été alors. Marine, quand tu cours, tu es plutôt team podcast, musique ou rien du tout? Rien du tout. Ah, mince, quel dommage. Je suis déçu. Ouais, podcast en voiture. Tu vois, chaque fois que je t'écoute, c'est quand j'allais sur les sentiers pour faire la reconnaissance ou le balisage. L'essentiel, c'est que tu m'écoutes, que ce soit en courant ou en voiture, c'est pareil. Enfin, voilà. Voilà. L'important, c'est de m'écouter. Est-ce que tu préfères organiser ton trail, participer à un trail ou accompagner un proche sur un trail? Ouf, il faut en choisir qu'un. Eh oui. Ben, j'aime bien accompagner. Tu préfères accompagner. Ouais, 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 j'ai trouvé ça, les suivis, j'ai adoré. Tu vois, c'est des week-ends. S'il n'y avait pas eu la rencontre avec Dawa Sherpa, c'était un des week-ends au Luchon en Eto Trail là que je me rappelle encore, quoi. Ah, vas-y, Voilà. si tu veux en Non, non, parler. non, non, c'est un contexte général, c'est-à-dire que tu cours pas forcément, mais tu accompagnes par exemple des copains sur 15 kilomètres qui ont un 40 kilomètres et que tu les boostes en fin de parcours, tu t'applaudis celle qui, ben, contre toute attente, finit première féminine. Enfin, voilà, c'était un week-end assez énorme, quoi. Et pourtant, j'avais pas de dossard, hein.
Très bien Marine, écoute, je te remercie d'avoir été aussi transparente avec tous ces détails concernant l'organisation du Trail Interdoc. Je vous invite vraiment toutes et tous à surveiller de très près la prochaine édition qui aura lieu en 2022, à peu près la même période j'imagine, mois de Oui, ouais, septembre. ouais, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre dans le Haut-Languedoc pour l'édition 2022 du Trail Interdoc. Merci Marine. En plus, tu as à cœur de mettre en avant tous les producteurs locaux, etc. Donc ça, c'est une belle idée. Oui, ouais, ouais, c'était vraiment l'objectif que ce soit quelque chose qui mette en avant les producteurs locaux et les acteurs aussi, que ce soit les assos ou autres. Et d'ailleurs, les produits locaux sont bien partis, donc je pense que ça a plu, quoi. Super. Marine, est-ce que tu veux faire passer un petit message ou évoquer un dernier sujet? Non, mais je voulais te remercier parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je t'ai contacté au tout début, je me rappelle, donc c'était encore mon projet commençait quoi, et je pense que c'était flou en tout cas à ce moment-là pour l'extérieur et je te remercie parce que il y en a pas eu beaucoup qui au départ ont pris le temps de me répondre et de manière aussi bienveillante. Donc je voulais te remercier pour ça, voilà, parce que ça a fait partie en fait de la poursuite et du regain d'énergie pour mener à bien en fait l'édition dans son entier, quoi. Ah bah, je suis très, très touché. Merci pour ces remerciements. Et moi, comme je le dis souvent, j'adore parler des gros événements, mais aussi le trail et ce qui fait vivre le trail dans notre pays. Et notamment, c'est les petits événements comme le tien. Donc, c'est ce qui ce sont ces événements qui constituent la base de notre pratique. Merci. Merci Marine, et puis à très bientôt et à l'année prochaine alors. Ben ouais, avec grand plaisir. Allez, salut, Salut! bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Marine Kwasnik qui nous a appris énormément de choses sur sa pratique, sur son histoire de vie, mais également, et c'est surtout ça qui est important, sur l'organisation d'un événement trail et qui plus est de la première édition d'un événement. Et donc je la remercie du temps qu'elle m'a accordé, je la remercie de son invitation au Trail Interdoc, je la remercie de nous avoir partagé toute son expérience. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me rejoindre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, dans laquelle il y a les news du LTP et la liste des prochains invités du mois. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!